les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter des histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, you already knows, yeah my baby, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, yes, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai rien posté, que je vous ai totalement ghosté. Je suis vraiment désolée, mais j'avais besoin en fait de cette pause. Tout simplement parce que je me suis trop vite remis dans le bain de 2 vidéos par semaine. J'avais mon business, je dirais, de photos à gérer. J'avais mon diplôme, mes études à côté. Enfin, c'est... C'était un peu chaud et à un moment donné, je suis arrivée à un point où j'en pouvais plus, enfin j'avais une organisation en fait de malade, de dingue et en fait ça, à un moment donné j'ai tout lâché et c'est pour ça que j'ai disparu en fait du jour au lendemain parce que j'étais à un stade où j'avais besoin en fait de me reposer un peu, de me reposer beaucoup d'ailleurs, considérant aussi le fait que j'ai plusieurs problèmes de santé. J'avais besoin en fait de cette pause tout simplement, donc c'est mon explication. Je suis vraiment désolée, ne vous inquiétez pas, je suis revenue là. Je suis revenue en début d'année parce que je suis dans un bon état, je me sens prête, j'ai plus de force, je parle pas forcément de force physique, mais beaucoup plus de force mentale en gros, donc don't worry about it. Vous aurez des vidéos les semaines à venir, j'ai préparé plein d'histoires. Alors sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet, bonne année. Bonne santé surtout, bonne tout ce que vous voulez, prospérité, joie, bonheur, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite tout le meilleur. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. On va commencer l'année avec un tueur en série. Vous savez, on les aime ces monstres. Ces monstres que je qualifierais d'erreurs de la nature. Franchement, je vois pas d'autres définitions pour les définir. Pour moi, c'est erreur de la nature. Tueur en série, déjà meurtrier, erreur de la nature. Period. Donc de quel tueur en série allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du Taco Bell Strangler, aka Henry Louis Wallace. Alors qui est Henry Louis Wallace? Henry Louis Wallace est né le 4 novembre 1965 à Barnwell en Caroline du Sud et il est le fils de Lottie Mae Wallace. Alors on n'a pas d'informations sur l'identité de son père. Donc on savait que sa mère était une mère célibataire et que le père a abandonné la mère quand elle était enceinte. Donc il porte le nom de sa mère et on ignore en fait tout simplement qui est son père ou qui était son père. Tout simplement. Alors, la mère de Wallace, pour subvenir à ses besoins et aux besoins en fait de son fils, en tant que mère responsable, enfin voilà, logique, elle travaillait dans le textile et en fait, il fallait qu'elle travaille beaucoup pour gagner en fait une somme décente pour subvenir à ses besoins et aux besoins de son fils. Le problème, c'est que, en fait, selon moi c'est mon interprétation, je ne cherche pas à excuser le truc, pas du tout. Mais selon moi, je pense qu'avec les longues heures en fait de travail, elle était tellement à bout que en fait elle est devenue au fil du temps irritée par la simple existence de son fils. Donc ça va donner naissance tout simplement en fait à ce que j'appellerais du harcèlement moral envers son fils. Elle était violente verbalement envers lui, enfin c'était n'importe quoi. Henry lui, il ne va pas, je ne sais pas comment il prenait les choses à l'époque, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui va le perturber et qu'on verra en fait dans ses résultats scolaires, parce que il faisait tout en fait pour rendre sa mère fière. Donc il travaillait bien à l'école, il pratiquait par exemple du cheerleading comme activité extra-scolaire. En 1983, Henry obtient son bac et pour financer ses études universitaires, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, peut-être que il ne voulait plus s'imposer en fait à sa mère, je ne sais pas, mais en tout cas, il voulait financer lui-même ses études universitaires. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a postulé pour un travail à temps partiel, pour un poste de DJ à la radio de Barnwell, là où il vivait, enfin sa ville natale. Et il obtient le poste et il entre
entame à ce moment-là sa vie d'adulte indépendante. Le problème c'est que Henry à l'université, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que les 2 ans en quelque sorte que vont durer ses études universitaires, il va changer en fait plusieurs fois de domaine d'études parce que il ne trouvait pas sa voie. Et au bout d'un moment, en 1985, il va se dire en fait que les études c'était pas fait pour lui. Donc il va tout simplement s'engager dans l'armée. Après s'être engagé dans l'armée, qu'est-ce que Henry va faire? Il a renoué avec son amour de jeunesse, Marietta Brabham, et les deux vont se marier. Avant que les deux ne renouent, Marietta avait déjà eu un enfant, une fille avec un autre monsieur, et ça ne va absolument pas déranger Henry parce que il va accueillir cet enfant comme si c'était son propre enfant et il va aller jusqu'à adopter Theondra, la fille de Marietta. Après ça, le couple va beaucoup bouger, du coup par rapport au travail de Henry qui était militaire dans la Navy, donc ils vont beaucoup déménager, etc. Mais ça ne va pas du tout les déranger. Et là où j'ai eu un problème dans mes recherches, c'est en fait quand je cherchais l'année où il a été honorablement libéré en fait de ses obligations de militaire. Alors, il y a 2 versions. Il y a la première version qui dit que il aurait été déchargé, libéré. En gros, quand on dit libéré de tes obligations, c'est comme si on te disait bon, c'était sympa de t'avoir, mais goodbye, voilà, un peu. Je sais pas si vous voyez. Donc, il y a des documents qui disent qu'il aurait été libéré en fait de ses obligations de militaire en 1988. Sauf qu'il y a d'autres documents qui disent que il aurait été libéré en 1992. Et franchement, plus j'avançais dans mes recherches, plus j'ai été convaincue de la véracité en fait de l'information qui disait qu'il avait été libéré de ses charges, de ses obligations de militaire en 1992. Donc partons sur le fait que c'est en 1992 qu'il n'était plus militaire de la Navy. Donc si on part sur l'année 1992, ça fait qu'il est resté en fait théoriquement dans l'armée pendant 8 ans. Donc pendant son service dans l'armée, il va commencer à avoir envie d'avoir un enfant à lui. C'est bien d'avoir adopté ton enfant Marietta, mais en gros il voulait avoir un enfant biologique en quelque sorte. Le problème c'est que Marietta va refuser catégoriquement et ça va avoir des conséquences dévastatrices sur leur couple. Et le truc c'est que plus les années passaient en fait, plus la relation du couple se dégradait, mais vraiment ça allait de mal en mal au point où ils avaient vraiment du mal à avoir des relations sexuelles et Henry va blâmer en fait cette situation sur le fait que Marietta avait été violée quand elle était beaucoup plus jeune. Néanmoins, il va essayer de sauver son couple en demandant à sa femme de le rejoindre en fait pour une thérapie en fait de couple, mais malheureusement ça ne va pas du tout, ça ne va rien changer en fait, tout simplement. Alors on va s'arrêter là et on va faire un retour en arrière dans le temps pour que je vous introduise en fait à quel moment Henry a commencé en fait à frôler avec l'illégalité. Quand je dis illégalité, tout ce qui est pas légal en quelque sorte. Je parle de drogue, cambriolage, etc., etc. Donc on fait notre petit bond en arrière et on revient du coup à peu de temps après son mariage avec Marietta. On est mi-année 80. Ok, donc peu de temps après son mariage, je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver le pourquoi ni le comment, mais en tout cas, Henry a commencé à se droguer avec de la cocaïne et du crack, et au même moment, il était militaire, donc il était marié, militaire, et il se droguait avec de la cocaïne et du crack. Donc, pour se fournir en fait en drogue, il faut de l'argent. Le problème c'est que, il y a que son salaire en fait dans le foyer. Et quand il paye toutes les charges, etc., la nourriture, etc., il reste pas vraiment grand chose. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour se faire de l'argent assez rapidement pour pouvoir se fournir en drogue? Notre cher militaire Henry s'est dit que ce serait une bonne idée de commencer à commettre des cambriolages. Donc il s'est mis à cambrioler des maisons, des boutiques, tout ce qu'il trouvait, il cambriolait. Il volait les trucs, ensuite il allait chez des prêteurs sur gage, etc. Il les vendait, il se faisait de l'argent et il pouvait se fournir son crack, sa cocaïne, etc. En 1988, il sera arrêté pour avoir cambriolé une quincaillerie et il sera condamné du coup à 2 ans de prison avec sursis. Donc il se prend du sursis et il était toujours militaire. Je pense l'armée ils se sont dit c'est pas grave. Yeah, ok, ça passe. Like,
Ça va. Donc, après ce cambriolage en 1988, il a pris 2 ans de prison avec sursis. Et pourtant, l'armée ne s'est pas débarrassée de lui. Ils se sont dit, c'est pas grave, tout va bien, ok, pas grave. Le truc, c'est que il va se faire arrêter en 1991 après avoir cambriolé un lycée. Et vous vous rappelez quand il était DJ après son bac? Bah, en fait, il est retourné à la radio où il travaillait et il a cambriolé la radio, il a volé du matériel, etc., etc. Et il sera arrêté en fait plus tard en train d'essayer de vendre tout ce qu'il a volé dans le lycée et dans la radio. Il sera arrêté pendant qu'il essayait de revendre les objets volés. Donc là, il se fait arrêter en 1991. On se dit, bon, l'armée va faire quelque chose. On attend que l'armée fasse quelque chose because c'est ce qui devrait se faire normalement. Ouais, non. L'armée s'est dit, yeah, non, on n'a rien vu. Et en fait, en attendant son procès pour cette histoire, ou pour le vol au lycée et à la radio, il sera arrêté à nouveau début 1992 pour un nouveau cambriolage. C'est à ce moment-là que l'armée s'est dit, yeah, no. Dude, c'est bon. Là, 1, 2, 3 fois. Ah non, c'est non, là. Donc, c'est à ce moment-là, moi j'ai trouvé en fait bizarre que un soldat qui a déjà été condamné pour cambriolage, qui se fait à nouveau arrêté plusieurs fois pour cambriolage, on le libère en fait de ses obligations avec honneur. Je suis désolée, on le vire en fait. Non, ils l'ont libéré de ses obligations de militaire avec honneur. Ce qui lui permet de garder sa retraite de soldat. What the fuck? Le gars a embarrassé la Navy et on le laisse repartir avec les honneurs. I don't get it. Ils attendent quoi en fait? Qu'il tue des gens pour qu'on le vire en fait et qu'on l'empêche en fait d'obtenir sa retraite? Non, je suis désolée. Il aurait dû en fait se faire virer. Period. Non, ils l'ont laissé repartir avec les honneurs. Voilà. Yeah. Du coup, peu de temps après avoir été libérée de ses obligations par l'armée, bah en fait Marita, elle s'est dit j'en ai marre, j'en peux plus, et elle l'a quitté, elle a demandé le divorce et elle a fait bye, fuck that. Et donc il s'est retrouvé tout seul, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réemménagé avec sa mère et sa petite sœur. Donc il réemménage avec sa mère et sa petite sœur, recommence en fait sa vie en quelque sorte, et peu de temps après avoir emménagé avec elle, il s'est mis à fréquenter beaucoup de filles en quelque sorte, et il va réussir à mettre l'une de ses filles enceinte, et cette fille accouchera en septembre 1993 d'une petite fille. Ce sera le tout premier enfant de Henry Louis Wallace. Donc là on est en 1993. Well, je vais refaire appel à vos cerveaux parce qu'on va refaire un bond en arrière pour que je vous présente une toute autre face de Henry Louis Wallace. Oui, le gars, il ne menait pas qu'une double vie, il menait une triple vie, je pense, enfin, une quadruple vie, enfin, il avait pas qu'une double vie en fait, non, il avait 26 000 vies à la fois. Donc on va refaire un tour en arrière, du coup, stay with me. Ok? Alors pour ce bond en arrière, on ne retourne pas mi-années 80. Non, on va directement en 1990. Donc on atterrit en 1990, précisément le 8 mars 1990. À cette époque, Henry était toujours marié. Il était toujours militaire et il avait déjà commis son premier cambriolage pour lequel il avait pris 2 ans de sursis. Donc ce jour-là, le 8 mars 1990, il va assassiner une jeune fille, une jeune lycéenne de sa ville. Elle avait 18 ans et elle s'appelait Tashonda Betea. Donc après le meurtre de Tashonda, bah Henry va tout simplement se débarrasser en fait de son cadavre dans un lac du coin, et le cadavre sera retrouvé en avril de la même année, et le cadavre flottait en fait dans le lac. C'est comme ça qu'il a été découvert, et l'enquête sur le décès en fait de Tashonda ne va rien donner jusqu'à ce que Henry se fasse arrêter, tout simplement parce que en fait les policiers n'avaient rien, ils avaient aucune piste, mais ils avaient des quand je dis qu'ils n'avaient aucune piste, je dis une vérité, enfin, je fais une affirmation à moitié vraie. Ils avaient des pistes parce que ils vont aller jusqu'à interroger Henry pendant l'enquête, mais il ne sera jamais inculpé de rien du tout. Je sais même pas si ils l'ont soupçonné à un moment donné. Je pense qu'ils l'ont plutôt interrogé comme témoin. C'est une dinguerie. Et pendant cette histoire, ce ne sera pas la première fois et la seule fois qu'il va passer au travers des mailles du filet. Le gars, c'est un caméléon. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est un caméléon.
Alors, après le meurtre de Tashonda, il va se calmer pendant un moment jusqu'en 1992 quand tout va recommencer à se chambouler en fait dans sa vie, quand son mariage arrivait à sa fin, quand l'armée en fait l'a lâché, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a croisé en fait à un moment donné Sharon Nance. Elle avait 33 ans, c'était une petite dealeuse et une prostituée du coin. Donc ils se sont vus, hein, je sais pas comment... Bref, ils se sont... il a pris rendez-vous avec elle. Voilà, et ils sont partis, ils ont fait leur truc, et quand ils ont fini, en fait, elle lui a demandé, en fait, elle lui a réclamé les sous, parce que, en fait, tu payes, yeah. Et quand elle lui a réclamé les sous, il s'est mis à la battre, et il va littéralement la battre à mort. Donc il la bat à mort, et quand il s'est rendu compte que là elle est décédée, il a pris le cadavre, il est allé la déposer près de la voie ferrée du coin et il s'est barré du coup. Et le cadavre sera découvert quelques jours plus tard. Et vous savez quoi? C'est ce meurtre en fait qui va donner le top départ à la folie meurtrière de Henry Louis Wallace, parce que à partir de ce meurtre, il ne va plus être capable en fait d'arrêter de tuer jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Alors, il tue Sharon Nance en mai 1992, puis peu de temps après, c'est-à-dire le 14 juin 1992, il va violer et étrangler Caroline Love. Elle avait 20 ans et elle était la colocataire de la petite amie de Henry de l'époque. Et vous savez quoi? Vous savez la meilleure? Il va même aider sa petite amie à déclarer la disparition de Caroline auprès de la police. Le gars, il est culotté parce que après avoir tué Caroline, il s'est débarrassé en fait du cadavre dans les bois et le cadavre sera retrouvé 2 ans plus tard en fait au moment où Henry a été arrêté. Après le meurtre de Caroline, il va se calmer un petit peu jusqu'en 1993. En 1993, il était manager, c'est pour ça qu'on l'appelle le Taco Bell Strangler. En fait, il était manager dans un Taco Bell et il va faire la rencontre d'une jeune fille de 20 ans. Elle travaillait là à temps partiel pour financer en fait ses études universitaires. Elle s'appelait Shauna Hawk. Donc elle était en fait sous le management de Henry, ils ont fait connaissance et puis tout se passait bien, tout était chill jusqu'au 19 février 1993 où en fait il va aller la retrouver chez elle. Apparemment, il y avait le consentement etc, donc ils vont avoir des relations sexuelles et après avoir eu des relations sexuelles avec elle, il va l'étrangler à mort et l'abandonner dans sa baignoire en mode... Et il va avoir même le culot d'aller à son enterrement. Ah oui, le mec, quand je vous dis culotté, c'est culotté jusqu'au bout. Après avoir tué Shauna, en fait, il va se calmer pendant un petit moment. Et le 22 juin 1993, il va violer et étrangler une autre de ses collègues. Elle s'appelait Audrey Spain, elle avait 24 ans. Il va la violer et l'étrangler et son cadavre sera découvert 2 jours après son décès. Le 10 août 1993, il va à nouveau violer et étrangler une nouvelle personne. Cette fois-ci, c'était une étudiante de 21 ans du nom de Valencia Jumper. Donc, il va la violer et l'étrangler. Et pour faire croire, en fait, qu'elle est décédée accidentellement, il va essayer de mettre feu à son appartement. Sans commentaire, sans commentaire, non quand même. Après ce meurtre, il va encore une fois commettre un viol et un meurtre. Il va violer et étrangler une autre étudiante de 20 ans. Elle s'appelait Michelle Stinson. Et en fait, la particularité du meurtre en fait de Michelle, c'est que c'était son amie. En fait, il n'avait pas de limite. Ami, copine, il en a rien à foutre. Après le meurtre de Michelle, il va encore une fois faire une pause jusqu'en février 1994, c'est-à-dire précisément le 20 février 1994, où il va étrangler et violer Vanessa Mack. Elle avait 25 ans et elle était maman de 2 enfants. Son aîné avait 7 ans et son dernier avait 4 mois. Et la particularité encore une fois de ce meurtre, c'est que Vanessa était la sœur de l'une de ses collègues de Taco Bell et il racontait à tout le monde en fait qu'il était amoureux de Vanessa. Comment tu tues une personne dont tu es amoureux en fait? Après ce meurtre, il va en commettre un nouveau le 8 mars 1994 quand il va aller étrangler une nouvelle collègue de sa petite amie. Il va violer et étrangler Betty Jean Beaucamp. Puis le soir, c'est-à-dire en fait, je pense qu'il a stalké en fait Betty.
il savait en fait que Betty avait une voisine dont le mari allait travailler plus tôt le soir. Donc il est revenu en fait dans l'immeuble de Betty le soir. Il a pénétré par effraction chez cette voisine et il va violer puis étrangler en fait la jeune femme. Elle s'appelait Brandy June Anderson. Et en fait, au moment où elle était en train d'étrangler la jeune femme en fait, elle portait son bébé, elle avait son enfant, elle portait son bébé dans ses bras et en fait, elle lâchait pas son enfant et il va l'étrangler en fait jusqu'à ce qu'elle meure. Puis, il va se mettre à étrangler le bébé et en fait, il a cru en fait que l'enfant était décédé, sauf que l'enfant avait juste perdu connaissance. Donc, plus tard, quand le père est rentré, les secours, etc., l'enfant est toujours vivant. Don't worry about it. C'est monstrueux. Monstrueux. Après ça, il va commettre son dernier meurtre le 12 mars 1994 lorsque il va violer et poignarder 38 fois Deborah Ann Slaughter. Elle avait 35 ans et elle était encore une fois une collègue de la petite amie de Henry. Sans commentaire. Donc, ce sera son dernier crime parce qu'il va se faire arrêter dès le lendemain. Il va se faire arrêter le 13 mars 1994. Et en fait, il s'est fait arrêter. Il se cachait en fait dans la salle de bain de l'un de ses amis. Et les policiers sont allés l'arrêter. Enfin, c'était trop drôle. Du coup, et pendant en fait toute la nuit, les policiers lui ont fait comprendre en fait que bah t'as pas d'autre choix en fait, on a des preuves physiques contre toi, des objets ont été volés chez les gens que tu as tués et en fait on a des prêteurs sur gage qui disent que c'est toi qui leur as vendu en fait ces objets, donc on sait que tu étais sur les lieux du crime en fait, donc si tu n'es pas le meurtrier, bah tu connais le meurtrier, ok? Donc on va lui faire comprendre très clairement que il n'avait pas d'autre choix et il va finir par avouer du coup le lendemain. Et les policiers en fait, quand ils se sont dit bon il va avouer etc, ils s'attendaient à ce qu'il fasse une petite liste de victimes, genre 2 ou 3 noms. Quand il s'est mis à faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il a écrit 11 noms sur la liste. Les policiers ils étaient en mode what the shit, what, like what. Les policiers ils s'y attendaient pas. Donc après ses aveux, bah il s'est passé ce qui se passe d'habitude. Il a tout simplement été inculpé en fait de 11 meurtres au premier degré. Ça veut dire en fait que c'est prémédité. Et il a été incarcéré en attendant son procès qui aura lieu en septembre 1996. Donc le procès débute. Le procureur il arrive avec son dossier qui doit faire, je sais pas, ça en taille. Et les avocats de la défense arrivent et on se dit bon ça va être un procès quoi. Et le procureur il présente ses trucs, il présente ses preuves, il présente ci, il présente ça, et à l'avocat de la défense de parler et il commence à nous expliquer en fait que ce n'est pas des meurtres au premier degré. Alors il ne dit pas que c'est pas lui qui a commis les meurtres, c'est lui qui a commis les meurtres, ok? Mais ce ne sont pas des meurtres au premier degré, tout simplement parce que Henry, asseyez-vous bien, hein, aurait des problèmes psychiatriques, psychologiques, whatever. Quel problème psychologique? Il a des problèmes psychologiques. On le prend comme ça, ok? Juste comme ça. Et un autre de leurs arguments, c'était le fait que pendant en fait les meurtres, il y avait des flics qui pensaient en fait que c'était un tueur en série et ils ont fait appel au FBI pour qu'ils les aident. Généralement quand la police pense que c'est des tueurs en série, ils font appel au FBI et le FBI s'implique dans l'enquête. Et quand ils ont fait appel au FBI, le FBI a étudié le dossier et le FBI a dit en fait que non, selon eux c'est pas un tueur en série. Donc le FBI a dit qu'il n'était pas un tueur en série. Donc il a peut-être commis 11 meurtres, mais c'est pas un tueur en série. Voilà. Period. Dot. Il a des problèmes psychologiques et le FBI a dit qu'il n'est pas un tueur en série. Il a peut-être tué 11 personnes, c'est pas un tueur en série pour autant. Ok? Voilà. Procès terminé. Argument de la défense. On remballe. C'est de la comédie, je vous jure. Quand j'étais en train de travailler sur cette histoire, j'étais en mode, le gars est payé à dire ça? Oh my gosh, that is funny. Non, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, quand vous dites que c'est ça, les arguments de la défense, etc. Non, ils en sont pas restés là. Ils ont aussi ajouté que, en fait, il a tellement été victime de violences verbales par sa mère que... je sais pas. J'arrive pas à voir le rapport entre ça
le fait de commettre des meurtres, de tuer des gens, de violer des gens et de les étrangler. I don't say it. Mais ils ont balancé ça. Donc pour eux, en fait, avec tout ça, hein, il a des problèmes psychologiques. C'est pas un tueur en série, même s'il a tué 11 personnes. Il a été victime de violences verbales par sa mère. Tout ça, en fait, devrait plaider en sa faveur pour qu'on ne le condamne pas à mort. Le problème, c'est que ça n'a attendri personne. Hein. Personne n'était impressionné. Hein. Personne n'était en... Ah non, non, non. Il a été déclaré coupable de 9 meurtres au premier degré et il a été condamné à la peine de mort 9 fois. 9 fois. Après, ce que j'ai trouvé bien, je ne sais pas si ça venait vraiment du cœur. Je sais pas si c'était une stratégie, enfin, stratégie pourquoi il a déjà été condamné à mort. Mais en tout cas, après, à la fin du procès, il a pris la parole, il s'est adressé en fait aux familles des victimes et il leur a dit, je cite, « Aucune de ces femmes, aucune de vos filles, mères, sœurs ou membres de votre famille ne méritait ça. Elles ne m'ont rien fait qui justifie leur mort. » Au moins, il le reconnaît, ok? On le prend comme ça. Donc, il a eu cette phrase, je dirais, en fait, en guise de conclusion, en fait, pour les familles des victimes. Et vous dites, l'histoire s'arrête là. Ah non, 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 non. L'histoire ne s'arrête pas là. Ah non, sinon, ce serait pas drôle. L'histoire ne s'arrête pas là parce que, en fait, même si Henry... il est dans le couloir de la mort. Il a continué à vivre sa vie, en gros, comme une personne normale, en fait. Parce que le 5 juin 1998, il va épouser une ancienne infirmière de prison, Rebecca Torrey Haas. Et apparemment, ils sont... d'après mes recherches, ils sont toujours mariés, je pense. Voilà. Donc, avec ce nouvel amour, en fait, je pense que ça lui a donné la force. L'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. Donc, ça lui a donné la force de vouloir se battre, du coup, pour qu'on renverse sa condamnation à mort et qu'on le passe plutôt à prison à perpétuité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel. Il va faire appel. Du coup, il va faire appel 3 fois. Je pense que tu n'as droit qu'à 3 fois... enfin, faire appel, en gros. Il va faire appel et dans son dossier d'appel, il va expliquer, en fait, au lieu d'assumer et de dire, voilà, voilà, nanana, mais je demande votre clémence, etc. Non, 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 non. Il va pas faire ça du tout. Il va se dire, j'ai une chance de me battre. Peut-être que on va me déclarer non coupable. Qui sait? C'est peut-être moi. Mais le FBI a dit que je ne suis pas un tueur en série. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans son dossier d'appel que les aveux qu'il a fait lui ont été estorqués, que bah en fait il a avoué parce que on avait fait pression sur lui et que c'était pas lui en fait qui avait commis les crimes. Bah, dans ce cas, tu connais forcément le criminel vu que les objets volés chez les victimes ont été retrouvés en fait en ta possession. Donc yeah, like, et dans alors même son avocat aurait dû lui dire en fait que c'est pas crédible, mais en tout cas il a essayé. Il a essayé, il a fait appel auprès de la Cour suprême de la Caroline du Nord, il a fait appel auprès de la Cour suprême, enfin ça a été rejeté, il a fait appel auprès de la Cour suprême des États-Unis, ça a été rejeté, il a fait appel au cours de la Cour supérieure de la Caroline du Nord et ça a été rejeté, donc il a épuisé ses appels et donc il est toujours dans le couloir de la mort jusqu'à ce jour. Donc si par hasard vous avez envie de lui envoyer en recommandé votre crachat, vous pouvez. Yeah, you can. Et ce sera mon mot de fin parce que je pense que cette vidéo sera un peu trop longue. Enfin, c'est une histoire vraiment... Donc voilà en fait tout simplement l'histoire de Henry Louis Wallace. Cette personne franchement qui n'aurait jamais dû voir le jour en fait tout simplement. Donc ce sera mon mot de fin cette fois-ci pour de vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est longue et même si je vous ai abandonné pendant quelques semaines et que je vous ai pas prévenu. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous me pardonnerez. Je l'espère, de tout cœur. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.